tous, dans le Grand News, je suis très heureux de vous retrouver en ce mercredi soir. À la une, en France, les chiffres du chômage sont souvent très commentés dans les médias. Mais comment calcule-t-on le chômage? C'est notre rubrique Dessine-moi l'écho. Alors je rappelle que le chômage est en hausse de plus de 0,6%. Comment mesure-t-on le chômage? En France, deux institutions mesurent le chômage, l'INSEE et Pôle emploi. L'INSEE réalise une enquête trimestrielle auprès de 108 000 personnes de 15 ans ou plus, réparties dans 58 000 ménages. Pour mesurer le chômage, l'INSEE applique les critères du BIT, Bureau international du travail. Ces critères sont communs à tous les pays et permettent ainsi d'effectuer des comparaisons internationales. Est considéré comme chômeur quelqu'un qui n'a pas travaillé du tout durant la semaine de référence, est disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours, a cherché activement un emploi dans le mois précédent. D'après les résultats de l'enquête du deuxième trimestre 2017, environ 40 millions de personnes sont en âge de travailler. Elles ont entre 15 et 64 ans. Parmi elles, 29 millions ont travaillé au minimum 1 heure au cours d'une semaine de référence ou sont au chômage. Elles constituent la population active. En France métropolitaine, 2,65 millions de personnes sont considérées comme chômeuses au sens de l'INSEE, soit 9,2% de la population active. Cependant, ce chiffre ne comprend pas les personnes en temps partiel et qui souhaiteraient travailler plus d'heures, 1,61 million de personnes. On parle de sous-emploi. De plus, 1,48 million de personnes souhaitant travailler sont considérées comme inactives car elles ne répondent pas aux critères de disponibilité ou de recherche active d'emploi. On parle du halo du chômage. La deuxième source de mesure du chômage est Pôle emploi, qui publie le nombre de demandeurs d'emploi inscrits chaque fin de mois. Pôle emploi distingue 3 catégories principales de demandeurs d'emploi. La catégorie A, la plus proche des critères du BIT, correspond aux personnes sans emploi durant le mois de référence et qui doivent montrer qu'elles recherchent activement un emploi. Cependant, le critère de disponibilité sous les 15 jours n'apparaît pas. La catégorie B correspond aux personnes en temps partiel qui ont travaillé moins de 78 heures le mois de référence et recherchent activement un emploi. La catégorie C correspond aux personnes en temps partiel qui ont travaillé plus de 78 heures le mois de référence et recherchent activement un emploi. En juillet 2017, 3,52 millions de personnes étaient classées en catégorie A, 748 000 en catégorie B et 1,36 million en catégorie C. Si l'on additionne ces 3 catégories, on dénombre 5,62 millions de demandeurs d'emploi. L'INSEE et Pôle emploi mesurent donc le chômage à partir de catégories différentes. Un chômeur au sens du BIT ne l'est pas forcément pour Pôle emploi, et vice-versa. Les médias comparent généralement le nombre de chômeurs au sens du BIT avec le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A. Et depuis 2012, les écarts semblent se creuser. Pourtant, si l'on additionne les chômeurs, les personnes en sous-emploi et celles dans le halo du chômage côté INSEE, on retrouve un chiffre assez similaire à la somme des 3 catégories principales de Pôle emploi. Invitée au Monde Festival dimanche dernier, c'était le 24 septembre, l'actrice du 4 tonnes des Perpolis, la saga de bande dessinée qui l'a rendue mondialement connue, elle a 55 ans. Elle a évoqué la crise migratoire en Europe et en France. Alors je parle bien sûr de Marjan Satrapi qui est née, je vous le rappelle, en Iran. Elle est venue en France dans les années 80. Entretien avec Jules Longueux.
pour la crise des réfugiés, je suis très contente que vous ayez appelé ça des réfugiés et pas des migrants. Parce que vous savez, les migrants, c'est un mot qui m'a toujours beaucoup choquée. C'est comme si on parlait d'oiseaux migrateurs. Les migrants, ils migrent pour aller dans un endroit où il fait meilleur. C'est pas des migrants. Les gens qui sont venus, c'est des réfugiés de guerre, c'est des réfugiés politiques. Et tous ces Syriens qui sont partis, ils ne sont pas partis parce qu'ils se sont dit « Ah ouais, on va aller en France, on va danser en boîte de nuit ». C'est que les mecs, ils vont mourir, ils sont coincés entre le régime de Bachar el-Assad, le Daesh, et qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Je trouve que Angela Merkel a été la seule politicienne humaniste de l'Europe, et je suis sûre qu'elle va être rappelée comme ça dans l'histoire. Mais vous savez, je pense que le monde a énormément changé. Quand moi, je suis partie dans les années 80, je suis allée voir quand même le chef de la police en Autriche, à Vienne, et il m'a demandé pourquoi j'étais là. Je lui ai expliqué. Et ce monsieur, il m'a embrassé sur le front et il m'a dit « Bienvenue en Autriche, nous allons nous occuper de toi ». Et aujourd'hui, on parle des migrants et que ça nous fait peur et tout ça. Je pense que quand il y a une crise humanitaire, il faut qu'on y remédie. Et puis, il faut aussi arrêter détruire des frontières, détruire des machins. Vous savez, on vient tous du même endroit du monde et on est tous des êtres humains. Et sérieusement, je sais, ça paraît un peu des propos internationalistes, mais c'est comme ça que ça doit se faire. Après, je pense qu'en France, on a un réel problème. C'est quand, pendant les présidentielles, je lis que 45% de l'opinion est favorable à Marine Le Pen, ça me fait très peur. Parce que je ne pense pas qu'il y a des endroits au monde où on est... Vous savez, on a la démocratie depuis très longtemps, ça ne va jamais nous arriver. Il ne faut pas être condescendant comme ça peut nous arriver. Et même si je suis sûre que quelqu'un comme Marine Le Pen ne va jamais gagner, je pense que les idées de Marine Le Pen ont fortement contaminé la société française. Il y a des choses qui étaient impossibles de dire quand je suis arrivée en France, qui sont très normales à dire. Et tout ça, sous prétexte qu'on dit « nous disons tout haut ce qu'on pense, ce que les autres pensent tout bas ». Mais vous savez pourquoi on ne dit pas les choses tout haut? Parce que c'est mal. C'est-à-dire, je vois quelqu'un qui est moche, je ne vais pas lui dire « Oh putain, tu m'as l'air vraiment moche, hein. Ah, comment tu as l'air con ?» Parce que ça s'appelle la civilité, parce qu'il y a des choses qui me traversent par la tête, qui sont mes bas instincts et que je ne vais pas les dire parce que je vis dans une civilisation et qu'il faut que je me comporte. C'est ça, les idées qu'on n'exprime pas. Et bien, les choses qu'on pense tout bas, et ben, on les garde tout bas, on ne les exprime pas parce que sinon, on est on n'est plus civilisé. C'est la fin de la civilisation. Donc, ce truc comme ça, ce qu'on appelle on est décomplexé, c'est juste qu'on est malotru, mal poli et raciste. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Et voilà. « 32 ans jour pour jour hier qu'un tremblement de terre a éclaté au Mexique. Voyons ensemble l'analyse de notre spécialiste. Cette zone du Mexique qui vient de produire 2 grands séismes, c'est une zone de convergence de plaques, comme on en a beaucoup autour du Pacifique, avec une plaque qui s'appelle la plaque Cocos, qui est à l'ouest du Mexique, qui se rapproche, qui se converge vers la plaque nord-américaine. Les 2 plaques sont en contact permanent. Elles se rapprochent l'une de l'autre à environ 7 cm par an, mais la zone de contact reste bloquée. Et puis ce n'est qu'une fois tous les 100, 200, 300 ans que les grands séismes permettent à la partie coincée de la plaque de se décoincer et finalement de terminer le mouvement de la plaque localement. Mais en fait, ce n'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que cette plaque qui est coincée en contact avec la plaque américaine, elle continue à descendre, elle s'enfonce dans le manteau, un peu plus loin vers l'est. Et c'est dans cette zone un peu plus profonde, vers 50-60 km, que cette plaque qui était un peu toute seule, en fait, a cassé. Alors, pourquoi elle a cassé? D'abord parce qu'il y avait des très grandes fractures, d'anciennes failles qui préexistaient à son enfouissement. Elles ont été fabriquées lors de son enfouissement, ou même avant, lorsqu'elles étaient sous le Pacifique. Donc, ces failles-là préexistaient. Alors, pourquoi elles se sont mises à casser tout d'un coup, bien plus tard que le contact, des dizaines de millions d'années après? Eh bien, c'est que le moteur de cette convergence, c'est la traction de cette plaque, c'est son poids. Et donc, elle est tirée vers le bas, et cette traction vers le bas l'étire. Non seulement ça l'étire, donc effectivement, ça fragilise les failles qui pourraient être sensibles à cet étirement, mais aussi, elle se plie.
elle se plie, elle se courbe pour plonger plus vite. Et cette courbure crée en plus une extension qui va fragiliser la faille et la faire casser de temps en temps. Donc ces séismes-là sont très particuliers, mais ils ne sont pas communs au Mexique. On en a dans toutes les zones de subduction. On pense toujours au grand séisme interplaque, parce que le séisme du Japon, 2011, c'était un grand séisme interplaque. Le séisme de Sumatra, qui a fait un tsunami géant en 2004, c'était aussi un séisme interplaque. Et donc on pense à séisme interplaque en permanence. En fait, l'interplaque n'est pas l'unique moteur des séismes. Il y a aussi donc cette zone profonde qui continue à casser, bien qu'elle soit plus couplée au niveau des deux plaques. Et c'est important parce que, en tout cas pour nous, pour la France, parce qu'on a une zone de subduction en France, ce sont les Antilles, Guadeloupe, Martinique, et les îles plus au nord. Eh bien, la zone de contact a produit historiquement probablement un grand séisme en 1843. Encore, on n'en est pas tout à fait sûr, mais c'est probable. Mais tout récemment, en 2007, il y a eu un grand séisme en Martinique, magnitude 7,5, qui était exactement similaire à ceux qui sont produits au Mexique. Alors, pourquoi il n'a pas fait autant de dégâts? Pourquoi on n'en a pas tant parlé que ça, finalement? C'est parce qu'il était non pas à 50 km de profondeur, mais à 150, 3 fois plus loin. Donc, en gros, les ondes étaient 3 fois moins fortes. Donc, on était juste en dessous du seuil d'une destruction colossale en Martinique. On a échappé belle, on pourrait dire. Alors, suite à ces deux séismes de la plaque plongeante, qu'est-ce qui peut se passer? En fait, on est un peu perplexe parce qu'il y a quand même moins de séismes dans ces zones profondes que dans les zones interplaques. Dans les zones interplaques, on comprend comment les séismes peuvent, en gros, s'influencer les uns les autres de proche en proche, parce que en gros, c'est la même faille. On la voit, on peut la mesurer par la sismique, etc. En profondeur, on ne voit les failles que lorsqu'elles cassent. Donc on ne sait pas où sont les autres failles voisines, donc on ne sait pas du tout quelles peuvent être les répliques de ces deux séismes-là. On pourrait quand même penser que le grand magnitude 8, qui a précédé d'environ une semaine le magnitude 7, qui était quand même à peu près 500 km plus au nord-ouest, eh bien, il y a un couplage entre les deux, parce que ce sont des événements rares, qu'ils existent à, disons, une semaine, 10 jours d'intervalle. Il y a peut-être une interaction. Autrement dit, on pourrait penser que le 7, c'est une forme de réplique un peu tardive, un peu particulière de ce magnitude 8. Donc peut-il y avoir encore d'autres répliques du même acabit, magnitude 7, un peu plus proche de Mexico ou plus proche de la côte? Là, on ne peut vraiment pas dire. On n'a pas l'expérience de ces cascades de répliques pour ces séismes profonds. Ce que les sismologues savent, c'est qu'il y a quand même moins de répliques de ces séismes profonds que des séismes superficiels qu'on connaît mieux. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. Selon l'armée américaine, durant la Seconde Guerre mondiale, 20% de ses soldats blessés finissaient par mourir. Ce nombre a été divisé par 2 depuis quelques années. On pourrait se féliciter du progrès, mais une nouvelle étude montre que lors des guerres en Afghanistan ou encore en Irak, un quart des militaires auraient pu être sauvés si les besoins avaient été plus rapides. Un reportage et des explications signées Marc Bettellini et son... Comment sauver une personne blessée par balle? Parmi toutes les blessures qu'on peut recevoir dans la vie, les blessures par balle sont parmi les plus vicieuses. Pourquoi? Parce qu'elles font saigner énormément et très vite. Or, perdre beaucoup de sang, c'est très mauvais pour la santé. En effet, l'immense majorité des personnes qui meurent à la suite d'une blessure par balle meurent non pas parce que leurs organes vitaux ont été touchés, mais parce qu'elles ont perdu trop de sang. En Irak et en Afghanistan, on estime qu'environ un quart des soldats décédés auraient pu être sauvés si les médecins avaient pu stopper à temps l'hémorragie dont ils étaient victimes. La question du coup, c'est plutôt comment faire pour sauver quelqu'un qui saigne beaucoup. Depuis des siècles, on utilise généralement 2 méthodes. 1. Le point de compression qui consiste à appuyer sur la plaie pour que le sang ne sorte pas. 2. Le garrot qui consiste à comprimer les vaisseaux sanguins en amont de la plaie. Mais ces méthodes ont plein d'inconvénients. Le garrot ne peut être fait que sur les bras ou les jambes, sinon ça ne stoppe rien du tout. Et le point de compression marche surtout s'il y a un seul trou. Or, lors des blessures par balle, il y a souvent au moins 2 trous puisque la balle est entrée puis sortie. Ces dernières années pourtant, des méthodes anti-hémorragiques révolutionnaires ont été mises au point. La première consiste à se servir de ça. Une seringue pleine de mini-éponges que l'on peut injecter dans la plaie.
Au contact du sang, ces mini-éponges gonflent jusqu'à faire 10 fois leur taille initiale, et en moins de 15 secondes, elles forment un bouchon à l'intérieur de la plaie. Depuis 2016, la seringue à éponge, beaucoup plus efficace que le point de compression, a permis de sauver plusieurs soldats américains. Deuxième domaine de recherche, la transfusion. Lorsqu'on saigne, le corps lui-même lutte pour arrêter l'hémorragie grâce à ce qu'on appelle la coagulation. Problème, la coagulation qui fait des merveilles lorsque par exemple on se blesse avec du pain, marche beaucoup moins bien lorsqu'on est perforé par un morceau de métal lancé à 1600 km/h. Pour que ça marche mieux, en cas d'hémorragie, les médecins injectent dans les veines du patient ce qu'on appelle le plasma, le composant du sang qui contient les éléments nécessaires à la coagulation. Mais le plasma liquide se périme très vite et il est très encombrant, difficile de le transporter sur le champ de bataille. Le défi donc, c'est de le rendre plus léger et plus transportable. Comment faire? Eh bien en le lyophilisant, comme de la purée mousseline. C'est ce que sont parvenus à faire les scientifiques de l'armée française en 2011 après des années de recherche. Non seulement le plasma lyophilisé se conserve pendant 2 ans, mais en plus il convient à n'importe quel groupe sanguin, il est garanti 100% sans virus et il peut être reconstitué en seulement 3 minutes. Quelquefois, tout cela ne suffit pas. Le patient saigne trop et il ne peut pas être sauvé par des moyens conventionnels. Pour faire face à ces cas extrêmes, des médecins américains sont en train de mettre au point une méthode révolutionnaire, la congélation. Je m'explique. Selon l'armée française, 80% des décès suite à une hémorragie ont lieu dans les 10 premières minutes après la blessure. C'est pour cela que les médecins militaires parlent des 10 minutes de platine. Pour gagner du temps, des chercheurs ont eu l'idée de suspendre temporairement l'activité du corps d'une victime en abaissant brutalement sa température. Les médecins branchent un tuyau sur la grosse artère qui sort du cœur, qu'on appelle l'artère aorte. Ils enlèvent rapidement tout le sang du blessé et le remplacent par de l'eau salée glaciale. Le cœur de la victime s'arrête, son cerveau devient inactif. Bref, techniquement, il est un peu mort. Mais ce n'est pas grave. Pour comprendre pourquoi, nous avons contacté Sam Tischerman, chirurgien américain qui dirige des recherches sur cette méthode à Baltimore. We might call circulatory arrest because there's no circulation, but their cells are still alive, the organs are still alive. At that temperature, the vital organs, the cells don't need as much oxygen as they need when you're at 37 degrees. So if you don't need as much oxygen, you can tolerate not having blood flow for a long period of time. En gros, les chirurgiens placent le corps du patient en hibernation et ils ont alors plus de temps pour recoudre les plaies. Une fois les plaies recousues, le sang est réinjecté, un choc électrique relance le cœur et la victime est donc ressuscitée. La méthode a déjà été testée sur des chiens et elle offre des résultats spectaculaires. Les conclusions de l'étude du docteur Tischerman sur des sujets humains ne devraient quant à elles être rendues publiques que d'ici 2 ans. Selon certains spécialistes, cette méthode pourrait provoquer des lésions cérébrales, mais a priori, c'est tout de même moins grave que d'être mort. Mascarette, d'où vient cette fameuse vague très étrange qui remonte souvent les fleuves? C'est ce que nous explique plus en détail notre ami Simon Lehmann et toute son équipe de journalistes. C'est pour Le Monde et en avant-première pour le Grand News, regardez. Les surfeurs sont toujours à la recherche de la meilleure vague, la plus grosse, la plus dangereuse ou la plus mythique. À Tahiti, ils ont Tiopo, Pipeline à Hawaï, Nazaré au Portugal et en France, nous avons Bellara et le Mascaret. Mais le Mascaret, qu'est-ce que c'est? À chaque changement de marée, l'eau de l'océan dont le niveau augmente s'engouffre dans l'embouchure et provoque une élévation du niveau du cours d'eau. Le Mascaret, c'est le nom donné à l'onde qui remonte donc le fleuve à contre-courant. Sur une grande partie de l'année, le phénomène ressemble plutôt à ça. Mais, sous certaines conditions, il ressemble à ça. Les vagues peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur et déferler sur plusieurs kilomètres avant de disparaître. Pour atteindre une telle vague, il faut 3 conditions. D'abord, le Mascaret doit se produire à marée basse et quand le coefficient de marée est supérieur à 100. Cela se produit principalement lors des marées de vives eaux, c'est-à-dire à la nouvelle et pleine lune et au moment des marées d'équinoxe. Ensuite, il faut également que le fleuve ait un gros débit et un faible niveau d'eau, car le fond doit permettre à la vague de se lever. C'est pour ça que la période dite d'étiage est la plus propice aux vagues de Mascaret. L'étiage, c'est le moment de l'année où un cours d'eau atteint son débit minimal, donc en été en France. Enfin, la forme de l'estuaire peut également jouer un rôle important dans la formation de la vague. Une forme d'entonnoir plus marquée peut par exemple favoriser l'apparition des vagues de Mascaret. En France, ces vagues sont particulièrement visibles sur la Garonne et la Dordogne. Elles peuvent atteindre 20 km/h,
et du fait de leur grande régularité, on peut même la surfer pendant de longues minutes. Mais ces vagues existent aussi en Chine, en Amazonie ou au Canada. Autrefois, on pouvait même l'observer sur la Seine entre Le Havre et Rouen, à Côte-de-Bec-en-Caux. À l'époque appelée Bar, le mascaret pouvait atteindre jusqu'à 36 km/h et 4 mètres de hauteur. Il a même longtemps été considéré, à tort, comme la raison de l'accident de Léopoldine, fille de Victor Hugo, morte avec son mari sur la Seine. Mais dans les années 60, d'importants travaux ont été effectués pour aménager le port du Havre. La profondeur et la largeur du fleuve ont été modifiées, et le mascaret de la Seine a disparu. Je rappelle que en France, les chiffres du chômage sont souvent très commentés. Et je vous rappelle la hausse de 0,6% ce soir. Ainsi s'achève cette émission, ravi de vous l'avoir présentée. Dans un instant, c'est la méthode de Jean-Pierre Buffet, suivi du journal de l'économie avec Joseph Cabri, qui fera prochainement son grand retour dans le Grand News en présentant The People. Ce sera au courant du mois de janvier prochain. Merci d'avoir suivi ce magazine d'information. Vous pouvez notamment nous retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle soirée. Demain à 20h30, une nouvelle histoire journalistique avec moi-même. J'aurai un grand plaisir à vous retrouver. Je vous souhaite une très très belle soirée et merci de nous rester fidèles. À demain.